Coucou, c'est Tatanixia et dans cette 5e vidéo de la saison 4, on va parler de la 4e de couverture et plus précisément de votre résumé. La semaine prochaine, on parlera aussi du public cible parce que ça aussi, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. La 4e de couverture, c'est souvent le 2e élément que le lecteur va regarder. Il va lire votre résumé qui doit être en raccord avec la couverture, ou du moins l'idée effectivement qui s'en fait, et le titre. On doit sentir le mystère autour, mais également des éléments familiers et l'envie d'en savoir plus. Il ne faut pas négliger le résumé, c'est parti pour le générique. Parlons 4e de couve. Petite définition qui vient d'un site marketing que j'ai trouvé pas mal. Dans le monde de l'édition, la 4e de couverture désigne le résumé qui figure derrière le livre et qui joue un rôle très important dans le processus d'achat. Oui, ça, ce sont effectivement des résumés qui apparaissent dans la 4e de couverture. Oui, la 4e de couverture, c'est aussi ce qu'on appelle la dernière page, l'extérieur du livre. Il y a des informations essentielles qui doivent apparaître. Le résumé ou aussi un extrait du livre, c'est possible, peut-être même les deux. Le prix avec le code barre, oui on y revient, voir ma vidéo précédente concernant les prix si vous ne l'avez pas encore vu. Le titre, des indications sur la collection également, pourquoi pas la saison, le nom de l'illustrateur, le cas échéant, etc. Il y a aussi souvent le public cible, la catégorie d'âge visée, ça on verra aussi la semaine prochaine. Je vous fais défiler quelques exemples, histoire un petit peu de vous familiariser avec des 4e de couverture. Vous pouvez également aller dans les bibliothèques, dans les librairies, dans les médiathèques, ou aussi peut-être tout simplement chez vous, si vous avez déjà des ouvrages, et un petit peu vous inspirer comment font justement les éditeurs, ou aussi les auteurs auto-édités qui sont vraiment sur le circuit depuis longtemps. Et oui, certains éditeurs mettent parfois des informations sur l'auteur. Certains à eux le font aussi. Si vous n'êtes pas connu, c'est vraiment à vous de voir. Soit justement vous mettez quelques lignes sur vous, soit vous ne les mettez pas. Il n'y a pas forcément de règles. À titre personnel, je ne le mets pas. Je veux vraiment en fait que ma 4e de couverture soit vraiment mon univers, vraiment mais tout ce qui est en rapport avec l'ouvrage. Mais vous pouvez totalement le faire, c'est pas du tout interdit. D'ailleurs, dans les ME où je travaille et où j'ai travaillé, c'est souvent l'auteur qui dirige son résumé et qui après le soumet à son ou sa directeur ou directrice éditoriale. Alors après, c'est validé ou pas, l'éditeur aussi peut avoir le dernier mot et ça dépend. Alors je n'ai jamais eu un éditeur qui m'a imposé un résumé. Dites-moi en commentaire si jamais un éditeur vous a imposé son résumé et qu'en réalité c'était pas forcément ce que vous voulez. J'ai pas forcément eu de retour là-dessus, souvent c'est quand même les auteurs qui ont vraiment la main mise sur le résumé, ce qui est plutôt justement une bonne chose. Et du coup forcément pour les auteurs auto-édités, il va falloir le faire. Alors oui, il existe effectivement des services payants, certaines plateformes le proposent pour vous rédiger un résumé, mais je trouve ça quand même un petit peu dommage que les auteurs auto-édités ne roulent pas forcément sur l'or, donc de dépenser de l'argent alors que finalement c'est assez facile de faire un résumé. Oui, forcément, dit comme ça avec les années d'expérience, je suis peut-être pas forcément très objective, mais avec quelques pistes, vous allez voir, ça va aller très simplement. Et oui, pour ceux et celles qui se poseraient la question, le décor a un petit peu évolué. L'intérêt de réfléchir au résumé. Ne vous précipitez pas pour l'écrire, mais n'y passez pas non plus votre vie. Grosso modo, en fait, j'estime qu'il faut pas y passer un mois, par exemple. Oui, je sais que c'est un petit peu des fois difficile, c'est comme pour trouver un titre, ça peut être long, mais ne vous acharnez pas des jours et des jours dessus. Si par exemple, vous n'y arrivez pas à J1, c'est pas grave, le lendemain, faites autre chose, pensez complètement à autre chose, videz-vous la tête et vous y revenez par exemple mais quelques jours plus tard avec peut-être aussi des idées plus fraîches. Le résumé est essentiel, on l'a vu avec la définition, le lecteur doit être renseigné rapidement sur ce qu'il y a à l'intérieur de l'ouvrage. Ce qui signifie qu'il faut qu'il identifie, évidemment le livre, le contenu et aussi le genre. Il faut accrocher pour donner envie. Mais attention, le résumé ne doit pas relater tout le livre, ni dévoiler des petites choses, où il ne faut pas divulgacher ou spoiler justement pour les livres. Sinon, puisqu'il y en a encore un petit peu qui dévoilent trop de choses, du coup on perd un petit peu la magie. Le résumé, il s'agirait plutôt, comme le dit Noémie Machner dans son article, d'un texte publicitaire qui a un but, il doit susciter l'intérêt du lecteur potentiel et ce, en quelques secondes. Ainsi, votre résumé doit être à la fois informatif, mais aussi montrer l'intérêt spécifique de votre titre. Et oui, on revient un petit peu justement à ce raccord que j'ai déjà expliqué, que je note dans mes chroniques, entre la couverture, le titre, le contenu effectivement de l'ouvrage, et le résumé. C'est vraiment un tout. C'est bien pour ça qu'il faut se poser, réfléchir, et ne pas faire ça à la va-vite. Alors je vous montre quelques exemples de résumés pour lesquels justement j'ai mis une excellente note dans mes chroniques. Alors non, il n'y a pas de hiérarchie de X qui a fait mieux qu'Y ou que Z, non, pas du tout, c'est juste vraiment pour vous
vous montrer des exemples. Alors généralement, vous voyez qu'on tourne, on va dire autour de 150, 200 mots. Parfois ça peut être moins. En revanche, c'est rare que ce soit plus. On rappelle, les lecteurs n'ont pas vraiment beaucoup le temps. Il faut accrocher en quelques secondes. Cela ne sert à rien de remplir complètement la 4e de couverture avec plein de caractères. Non, on va surtout se dire, ça fait quand même un bon pavé à lire. Et quand on est en salon et qu'on a un grand tour à faire et pas forcément non plus beaucoup de temps, alors songez que dans la plupart des salons que j'ai fait et où on suivait justement un petit peu les mouvements de population, souvent les lecteurs, on va dire, restent 1 heure, peut-être des fois 1h30, 2 heures, pas forcément plus. Donc si votre résumé est vraiment trop long, souvent on va pas le lire jusqu'à la fin et on va dire allez basta, c'est trop long, il y aura peut-être des longueurs dans le texte. Oui, effectivement, c'est un petit peu encore, on va juger sur les apparences et pourtant l'habit ne fait pas le moine. Et c'est bien pour ça que je vous conseille un résumé quand même assez concis, vous voyez quand même 150-200 mots, c'est quand même pas mal, histoire d'attirer et que le lecteur ne parte pas. Vous pouvez mettre des citations, des extraits du roman également, mais n'oubliez jamais une chose. Pensez aussi aux chroniqueurs qui vont lire et peut-être reprendre votre résumé. Les chroniqueurs décortent tout. Oui, alors ceux qui font de vraies chroniques, et pas ceux qui font juste quelques lignes. Certains chroniqueurs et certaines chroniqueuses vont préférer refaire un résumé à leur sauce, c'est à eux de voir, mais pensez-y car votre résumé va se retrouver sur toutes les plateformes, les blogs, peut-être aussi sur les chaînes de Booktube. Bref, si vous n'aimez pas votre résumé, ça va pas le faire car vous allez vraiment plus le voir en peinture ce résumé. Ou plus le voir en illustration, graphisme, selon que vous avez choisi avec d'autres couvertures. Comment faire son résumé? Voilà un petit peu, on va dire, le creux du sujet. Comment on fait un résumé? Que ce soit en AE pour publier votre ouvrage, peut-être votre primo-roman aussi, ou également l'envoyer à un éditeur, car oui, je ne l'oublie pas, souvent quand vous soumettez un tapuscrit, l'éditeur va vous demander de fournir un résumé. Il existe du coup pas mal d'astuces. Alors, on prend du recul sur son œuvre, d'où l'intérêt des pauses, oui, je le rappelle, les pauses c'est super important. On va essayer ensemble de faire ressortir l'essentiel. Déjà, une accroche. Soit on va deviner rapidement le genre, si par exemple vous commencez votre accroche par « Qui a tué le tardigrade? Gimli la coccinelle mène l'enquête ». Là, tout de suite, on peut identifier effectivement le genre. Soit on peut évoquer le personnage en le nommant ou en indiquant des mots-clés. Partez à l'aventure avec Ella et ses amis. Que ce soit implicite ou explicite, le lecteur doit rapidement savoir où il met les pieds. Ou plutôt les yeux, oui. Quelle époque, de quoi on va parler, le ton de l'œuvre également. Est-ce qu'on ressent déjà de l'humour ou au contraire de la colère, de la tristesse, des récits qu'on appelle un petit peu tranches de vie ou au contraire des romances peut-être dramatiques? Il faut vraiment que l'on ressente ça. Le bon temps narratif. Alors classiquement, les résumés sont écrits au présent, d'ailleurs peu importe le temps de récit dans l'ouvrage, et avec la 3e personne du singulier. Oui, ça peut être la 2e personne parfois du singulier ou du pluriel, ça dépend du lien qu'on veut mettre avec le lecteur. Pourquoi? Tout simplement pour qu'on s'identifie plus rapidement. Le fait que ce soit au présent, le fait que ce soit un petit peu détaché, puisqu'on n'a pas encore lu le début de votre ouvrage, on ne sait pas si on va accrocher ou non. J'ai beaucoup de problèmes avec les résumés par exemple qui commencent par « je », sauf si c'est des citations ou des extraits du roman, là ça passe un petit peu mieux, mais j'ai l'impression d'avoir sauté une étape. Bien pour ça que souvent les résumés sont plutôt à la 3e personne, même si votre récit est à la 1re. En termes de point de vue, voire fiche, puisqu'on en a déjà parlé, préférez le point de vue externe. Ça montre un petit peu aussi plus d'objectivité. N'oubliez pas qu'on ne connaît pas encore votre personnage, on ne connaît pas du tout encore l'univers. Il faut vraiment que vous ameniez le lecteur par la main en fait et que vous lui dites « Ah oui, viens voir mon univers, viens, c'est comme ça que ça se passe ». Si vous êtes un auteur débutant et que c'est votre premier ouvrage et que vous mettez en résumé « Oui, c'est un cas que l'on m'a soumis récemment et je remercie encore une fois l'auteur qui a accepté donc de passer dans cette vidéo ». Je m'appelle Norbert, je suis un chevalier noir qui va tuer tous ses ennemis. Le roi sera fier et me récompensera par ma loyauté. Oui, c'était son résumé. Je pense que vous allez vite comprendre ce qui ne va pas. Déjà, on ne ressent rien. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas de qui il parle. Alors, oui, d'accord, il s'appelle Norbert, mais Norbert qui? Il y a un cuisinier qui s'appelle comme ça. Alors, on va un petit peu reformuler. Norbert est comme son père et son grand-père avant lui, un chevalier noir. Il fait partie de l'élite des cavaliers du royaume de Brome, en charge de la sécurité du roi. Fidèle au pouvoir en place, il ne se rend pas compte qu'un complot s'organise au sein de la cour. Même si ses pairs lui interdisent d'agir, il décide de mener sa propre enquête et va découvrir ses véritables origines. Alors oui, j'ai aidé l'auteur en question, et même si je suis pas hyper douée, j'ai pas la science infuse non plus, je trouve quand même que c'est bien mieux. Et évidemment, ce n'est qu'une proposition que j'ai faite
fait à l'auteur après, il peut le mélanger à sa sauce, c'est juste pour montrer comment, d'un résumé, on va dire, pas forcément très objectif et un petit peu bancal, on peut recréer un autre résumé en glanant effectivement d'autres éléments qui paraissaient essentiels et qui pourraient peut-être aussi accrocher le lecteur et qui n'y étaient pas au départ. Puis finalement, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe avec ce chevalier noir. Assez d'informations, tu donneras sans spoil et sans trop en fail. Oui, je sais, c'est un conseil un petit peu long. Rien de pire qu'un résumé trop long ou trop court. Alors je sais, on va me dire que c'est pas forcément la taille qui compte, etc., sans mauvais jeu de mots, et sans avoir des esprits un petit peu mal placés qui vont se déverser dans les commentaires. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Le trop court pourrait vraiment faire penser à un pitch, alors que trop long, ça va vraiment nous faire penser à un synopsis, alors que, évidemment, ça n'en est pas. N'oubliez pas, tout se joue dans les premières secondes, vraiment la première minute. Vous pouvez insérer du suspense, une certaine tension, surtout s'il y en a aussi beaucoup dans votre ouvrage. Je pense au roman suspense typique. Alors oui, à ne pas confondre avec les thrillers, revoir justement la fiche sur les genres si jamais vous avez un petit doute. Donnez quelques miettes, mais attention, jamais, il ne faut révéler la résolution des énigmes. Ou alors seulement si c'est pas votre intrigue principale, et si c'est un petit peu, on va dire, pour piéger le lecteur et qu'en réalité il y a plusieurs intrigues, plusieurs sous-intrigues. Mais évitez quand même, parce qu'on va avoir l'impression de « Ah, finalement c'est lui qui l'a tué, alors à quoi ça sert de le lire ?» Je pense par exemple à l'ouvrage de Stéphane Cazenel chez Albin Michel, Ma belle-mère s'appelle Rex. On sait tout de suite dans le résumé qu'un certain personnage va mourir, et sur le coup on peut se dire non, c'est quand même pas ça l'intrigue, puisque on sait du coup qui va mourir. Eh bien non, et ça a été confirmé par ma lecture, mais alors vraiment, mais en plus, au tout début de ma lecture, donc ça va, c'était pas non plus trop long à venir, et tant mieux, puisque finalement, c'est très bien joué. Et du coup, ça fait un très bon résumé. Pour la dernière phrase de votre résumé, ça peut se finir soit par des points de suspension, soit par un point d'interrogation, ça c'est à vous de voir. Il faut vraiment que le lecteur ait envie de connaître la suite, qu'il se dise « Ah là, je suis un petit peu frustré, là j'aimerais vraiment savoir ce qui se passe ». Et le fait aussi de terminer par une question, ça peut faire appel à l'imagination du lecteur. Si par exemple vous finissez par « Est-ce que vous aussi vous allez succomber à vos peurs les plus intimes? Est-ce que Marine, malgré le poids de la tradition, va réussir à retrouver Thomas? Est-ce que Bruce Willis va réussir à creuser cet astéroïde et le dévier de sa trajectoire de la planète Terre? » Bref, voyez où je veux en venir. 150-200 mots au grand maximum. 5 conseils que je donne, évidemment, vous êtes libre ou pas de le suivre. J'estime que 150 mots, vraiment, c'est bien. 150 mots, ça fait ça. 200 si vraiment vous avez envie d'étoffer, allez on va dire vraiment les 250 si en plus vous voulez rajouter quelques informations, mais vraiment pas plus. Mais pourquoi? Parce que je rappelle que c'est un résumé. Oui je sais, vous avez peut-être envie de dire plein de choses par rapport à votre ouvrage, vous avez peut-être même envie de dire mais non vite, restez là cher lecteur, prenez-le. Mais cela n'est qu'un résumé, il faut que cela attire. Alors souvent pour les éditeurs par rapport à votre tapuscrit, on vous conseillera 150-200 mots effectivement pour le résumé. Parfois j'ai déjà vu 250-300, ça reste quand même assez rare parce que 300 ça fait quand même un petit peu beaucoup, et parfois aussi moins. N'oubliez pas de bien regarder les petites lignes sur ce que veulent les éditeurs. Choix de la police et taille. Pensez à la lisibilité. Je le vois parfois, alors plus pour les AE que les ME, malheureusement, des résumés qui sont soit trop gros, soit trop petits, avec une police illisible. Non, pitié. On en a déjà parlé dans la mise en forme, voilà ma petite fiche. Choisissez une police simple, par exemple de taille 12 ou de taille 11, à voir justement avec votre format si ça va. Vous doutez bien qu'avec un format roman, il y a plus de place qu'avec un format poche. C'est pareil pour le choix de la police. Ne prenez pas une police trop farfelue. Déjà parce qu'elle peut être illisible, ou aussi parce qu'avec l'impression, ça peut peut-être faire des empattements, c'est peut-être pas forcément très joli. Vraiment, songez à ça. J'ai déjà lu par exemple des résumés, la police était peut-être vraiment très belle, mais je n'arrivais pas à lire un mot sur deux, parce que c'était trop rapproché, en plus ça avait été mis en gras, ça n'allait pas. Ne mentez pas! Ah oui, non mais je vous ai dit que j'allais le répéter, mais je le répète encore une fois, ne créez pas de fausses attentes. Ça ne sert à rien! Ne mentez pas, vous n'aurez que des avantages à avoir des lecteurs satisfaits. Et évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ce n'est pas vraiment de ça que je parle. C'est vraiment en termes de résumé. Ne mentez pas, dites vraiment la vérité. Une bonne idée est de tester votre résumé auprès de lecteurs qui ne connaissent pas encore l'intrigue de l'histoire. Eh bien oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment soumettre le résumé à vos bêta-lecteurs. Parce que vos BL, ils ont lu votre histoire, donc forcément, il y a un petit peu, on va dire, un biais qui se forme parce qu'ils connaissent déjà l'histoire, et puis souvent la fin. Alors que des lecteurs, complètement vierges de tout, ne savent absolument pas ce qui va se passer et peuvent vous dire « Ah oui, alors ce résumé, il me fait penser à ça et à ça. Est-ce que c'est bon ?»
Ou au contraire dire « alors je pense plutôt à ça quand je lis ce résumé et du coup pas vraiment peut-être à ce que tu veux dire ». Ainsi, vous pourrez aussi découvrir quelles attentes sur le contenu suscite votre résumé. Et pour insister aussi sur le ne mentez pas, ne dites pas dans votre résumé. Vous allez découvrir une magnifique histoire d'amour entre deux hommes, alors qu'en fait, il s'agit plutôt d'un couple hétéro et le seul couple gay, c'est complètement tertiaire. Oui, je sais, ça n'existe pas ce terme, mais moi je l'ai inventé pour mes chroniques, c'est les persos tertiaires. Les persos Z, quoi. Je mets aussi un stop avec certains lecteurs qui pensent parfois ne pas voir le raccord entre le résumé et l'histoire, alors que des fois ils n'ont juste pas compris. Oui, j'ai dit que je mettais un stop puisque souvent c'est très minoritaire, c'est de l'ordre peut-être d'un lecteur justement qui n'aurait pas compris le résumé pour 100, 150 lecteurs. Alors oui, ça arrive, mais avant de dire aux auteurs « Oh là là, mais non, mais ce résumé ça va pas du tout, hein, t'as menti là hein. » Ben alors posez-vous la question. Oui, je m'interroge aussi, surtout quand on me soumet un résumé ou alors que j'ai l'ouvrage en chronique, je creuse, je vais chercher des informations, je soumets aussi ce cas à d'autres personnes. Eh oui, hein, faut pas croire, hein, mais je n'ai pas la science infuse. Et effectivement, quand justement j'ai des doutes, je vais demander souvent justement à mon propre réseau, ça peut être des éditeurs, ça peut être aussi des auteurs auto-édités depuis une très longue date, ça peut aussi être également des gens extrêmement intransigeants avec la langue française, etc. justement pour dégrossir tout ça. Alors bref, oui, on me l'a déjà dit une fois que mon résumé n'était pas du tout en raccord avec l'histoire, mais quand j'essayais en réalité en fait de creuser un peu, la personne n'avait pas du tout compris la scène que j'avais écrite dans le bouquin. Alors oui, je l'ai sûrement expédié parce que je ne suis absolument pas douée dans les descriptions. C'est le moment confession. Mais bon, de là à qu'on me dise « Ah, t'as menti sur ton résumé », ah ben non, puisqu'en fait c'est dit que ça se passe comme ça. C'est juste que la personne, pour elle, avec ces mots-là, ne s'imagine pas que ça se passe comme ça. Sauf qu'en réalité, bah si, mais c'est pas grave, c'est juste pour que vous le sachiez, ça peut arriver. Et si par exemple vous payez justement des services pour écrire votre résumé, ou que vous le faites à travers un atelier d'écriture également, ça peut aussi se faire. Bref, en fait tout ça pour dire, ne remettez pas forcément en cause votre résumé si il y a une seule personne qui ne l'a pas comprise. En revanche, chers lecteurs, n'allez pas tout de suite dire aux auteurs « Ah là là, t'as menti sur le résumé », réfléchissez. Et on évite aussi de dire, chers auteurs, ce livre est super addictif. Ce livre a déjà conquis 100 lecteurs. Ça va être un petit peu relié avec le point suivant. Affichez les critiques, ruban pris. Je ne suis pas pour afficher les critiques sur la 4e de couverture, hein, parce que je vois déjà ça plus sur les sites internet, les plateformes, que ce soit sur Babelio, sur Booknote, sur Goodreads, etc. Ou alors quand on présente l'ouvrage sur un flyer, pourquoi pas. Surtout que, là on va se le dire en toute honnêteté hein, quand même, une critique de la grande librairie par exemple, oui c'est un exemple complètement bâtard, hein. Je prends les extrêmes, c'est un petit peu fait exprès. Donc une critique de la grande librairie, oui, ok, oui, mais alors de Bidule ou Jackie Michel qui a 10 visites par jour sur son blog, bof. C'est-à-dire que Jackie machin Bidule, je ne le connais pas, la plupart peut-être aussi des lecteurs ne le connaissent pas, surtout si c'est quelqu'un qui est pas très très connu, ça n'apportera rien. Alors certains le font, je sais, il y a même aussi des fois des ME qui le font, même des fois pour des petits chroniqueurs. Personnellement, je vous le dis, hein, quand je connais pas le nom du blog, que je vais farfouiller sur mon téléphone ou avec mon ordi pour le trouver, pour essayer aussi peut-être de lire intégralement la chronique, c'est par exemple sans salon. Et là, souvent, c'est le drame, puisque je tombe, mais alors quand je dis ça, c'est peut-être à plus de 80 ou 90% à chaque fois que j'ai fait ça, sur des critiques qui font 3 lignes. 3 lignes. Et après, les éditeurs ou les auteurs à eux reprennent ça. Là, non. Non, 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 non. Ça ne donne pas du tout envie de lire, et même c'est presque mensonger aussi envers vos futurs lecteurs. Si au contraire, la chronique est très détaillée, si par exemple vraiment, mais ça détaille tout, ça va jusqu'à refaire les fiches personnages, jusqu'à vraiment mais creuser au fin fond de l'intrigue, là pourquoi pas. Même si le blog par exemple est inconnu, si les gens sont un petit peu curieux, oui, comme moi, il y aura toujours des personnes un peu curieuses, ah là oui, au contraire, là on peut se dire, ah oui, il y a juste un tout petit extrait, mais cette chronique elle est vraiment argumentée, elle est constructive, elle est bien, ça à mon avis c'est intelligent et c'est malin. Là, d'accord. Alors, auteur à qui j'en ai parlé en salon, ne vous sentez pas non plus visé, il n'y a pas que vous. Mais est-ce que ça vous rapporte vraiment plus de lecteurs de faire ça ? Alors faites le test, puisque la plupart de ceux que j'ai réussi à retrouver après sur internet, puisque bon, il y a les salons, là, sont toujours un petit peu annulés, finalement n'ont pas eu plus de retours. Certains ont même imprimé des rubans qu'ils avaient apposés sur leur bouquin pour un salon en particulier, que je ne citerai pas, sinon on va tout de suite savoir qui c'est, et qui ont même eu moins de ventes que d'habitude. Alors oui, je sais, il y a d'autres paramètres, il y a la période, etc., il y a le nombre de gens. Oui, c'est bien pour ça que ce sont que des observations, ce n'est pas une vraie étude, c'est donc à prendre avec des pincettes.
Et bien pour ça aussi que je vous dis de faire le test. Est-ce que par exemple en mettant les chroniques ou des extraits dans votre résumé sur les plateformes en ligne, est-ce que ça vous a attiré plus de visites, plus de personnes, ou même sur votre site internet? Est-ce que le fait justement de les mettre, est-ce que ça a attiré plus de vues? Ça, c'est à vous effectivement de voir. C'est pareil pour les prix littéraires. Certains prix sont connus du public et peuvent effectivement vous apporter un certain poids. D'autres, navré si je suis peut-être un petit peu cru, hein, mais afficher un beau ruban, et en plus que vous allez payer cher, la relectrice me dit que ça s'appelait un bandeau, avec un prix qui a été décerné par un groupe Facebook qui compte 205 membres, et très souvent en fait ce sont vos amis qui ont un petit peu voté pour l'ouvrage et qui l'ont peut-être même pas lu. Ça c'est un petit peu le problème de certains auteurs à eux, et ça peut être contre-productif. Alors oui, ça peut fonctionner, mais si vous tombez sur des personnes un petit peu titilleuses qui vont aller chercher, qui vont se dire « Ah d'accord, un prix attribué par un groupe Facebook, lequel? Combien il y a de membres ?» Il faut vraiment que vous voyez si ça vous apporte quelque chose. Si ça ne vous apporte rien, ne le faites pas. Préférez aussi d'autres arguments. N'oubliez pas, vous allez toujours avoir des arguments pour défendre votre œuvre. Vous n'avez pas forcément besoin de dire « Waouh, mon livre a gagné un prix !» Surtout que je rappelle quand même un petit peu que les prix c'est quand même assez subjectif, et personnellement les prix, je ne m'y intéresse pas plus que ça. Et oui, je vois ce que vous voulez faire en montrant ça, et ce n'est pas forcément mauvais. Les critiques des lecteurs et des journalistes peuvent constituer un argument de vente efficace, ça oui, on est d'accord. Mais il faut chercher à avoir des critiques pertinentes, et surtout constructives. Les critiques dithyrambiques de 3 lignes à 5 étoiles sur 5, c'est louche. Je vous le dis d'avance, c'est louche. Encore plus quand on voit que le chroniqueur ou la chroniqueuse met la même note à chaque ouvrage, et ce, peut-être toutes les semaines. Là, ça sent un petit peu le roussi, parce que je veux bien qu'on ait quelques coups de cœur, qu'on ait par exemple plusieurs coups de cœur, pourquoi pas, mais que des coups de cœur. Non. Oui, vous avez le droit d'aimer plusieurs livres, mais n'oubliez pas qu'on va s'interroger quand même, surtout quand on voit finalement que 3 lignes, qui parfois vont peut-être même reprendre le résumé. Ce ne sont pas des critiques constructives, ça. Surtout qu'on en parle aussi des degrés d'adoration. Pour moi, le 5 étoiles sur 5, c'est vraiment le coup de cœur de l'année. Vraiment, mais de ma vie. C'est-à-dire celui que je vais avoir vraiment envie de relire, celui, mais vraiment, je me dis, ah là là, si vraiment je veux apporter qu'un livre sur une île déserte, je vais prendre celui-là, le coup de cœur. Alors, il y a beaucoup de livres hein, que j'ai appréciés, mais pour le 5 étoiles, il faudrait vraiment qu'il n'y ait qu'un défaut. Alors oui, je dis bien qu'un défaut, car le livre parfait n'existe pas. Ça ne sert à rien, le livre parfait n'existe pas. Il y aura forcément un défaut, quelque chose justement qui ne va pas plaire, par exemple, sur lequel on va trébucher. Donc si vous voulez intégrer à votre résumé, ou peut-être même un ruban, des critiques, oui, mais elles doivent être pertinentes et constructives. L'intérêt des lecteurs pour un livre peut être titillé avec la recommandation d'autres personnes ou pas. Ça dépend effectivement encore une fois des gens. Oui, le goût, les couleurs, on y revient. Vous allez voir, on va en parler encore un peu plus avec le public cible de tout ça. À titre personnel, donc, que le livre ait gagné un prix ou non, qu'il fasse l'objet de recommandations ou pas, alors peu m'importe. Alors sauf si c'est vraiment un chroniqueur ou une chroniqueuse connu pour son intransigeance. À la limite, je me fiche que la personne soit célèbre ou pas, ou qu'elle ait beaucoup d'abonnés ou pas. C'est vraiment l'essence même de sa chronique ou de son article qui va vraiment m'intéresser. Un résumé sans faute. Oui, je rappelle que l'orthographe, c'est la base. Pitié, rien de pire qu'un résumé qui contient des fautes, car ça signifie souvent qu'à 99% des cas que j'ai eu à traiter, eh bien il y en a encore dans le bouquin, et souvent beaucoup. Alors oui, même chez les éditeurs, ça arrive, je le sais, je peux vous dire que warf, ça va pas du tout. Donc corrigez votre résumé. Le conseil marketing de Tatanixua. On réfléchit au résumé qu'on veut écrire. On ne spoil pas, mais il faut que ce soit accrocheur. On pense à aérer son résumé. Si ça fait pâter, bof, hein, même Maki préfère les soupes de thon. On justifie le résumé. Oui, quand je dis justifier, hein, attention, justifier, c'est justement, vous savez, hein, c'est répartir de façon uniforme. Hein. On évite les répétitions. Quand je vois un résumé dans lequel le mot « mais » est répété 4 fois en seulement 8 lignes, ça s'annonce pas forcément très bien non plus pour le contenu. Je prends un petit peu peur, parce que je me dis, bah ça va pas en fait, il s'est pas relu, ou alors un 4 mai seulement sur 8 lignes, c'est lourd. Variez. Le résumé est un condensé de votre style. C'est comme une vitrine, soignez-la. On va vraiment se faire une idée sur comment vous écrivez. Pas trop long, pas trop court. Pour un achat, ça se joue en quelques secondes, à la première minute. Ne faites pas un résumé trop long et pas non plus un pitch. Si c'est de la poésie, on n'y pense pas assez, mais vous pouvez mettre un extrait, jouer justement avec votre style jusque dans le résumé. Si c'est basé sur une histoire vraie, dites-le, ça apporte un véritable cachet, de la valeur à votre récit. De la valeur ajoutée donc.
Songez au public cible, jeunesse ou plutôt adolescents, jeunes adultes, adultes. N'oubliez pas soit de le sous-entendre dans le résumé, soit on le verra la semaine prochaine à l'indiquer clairement sur la 4e de couverture. Parce que bon, c'est quoi un petit peu ce public cible? On en a parlé un petit peu dans la première vidéo, hein, chacun ses goûts, ses couleurs, hein, dans cette formule. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, l'histoire justement peut ne pas accrocher avec une personne, au contraire être un coup de cœur pour une autre. C'est normal et c'est bien pour ça qu'il va falloir réfléchir un petit peu au public cible, on en parlera la prochaine fois. En bref, la 4e de couverture n'est pas du tout à négliger. C'est très souvent la 2e chose que votre lecteur verra et lira. Soignez-la. Il va lire le résumé, s'imprégner de votre univers, de votre style. Il va comprendre effectivement le genre, où est-ce qu'il va mettre ses non-œils, le public cible également. Accrochez le lecteur, ça c'est vraiment le conseil, mais de base, il faut vraiment l'accrocher. N'hésitez pas justement à vous inspirer de ce que font les autres. Ne les copiez pas. N'oubliez pas que c'est à votre sauce qu'il faut le faire. Ne spoilez pas, ne dévoilez pas tout. N'oubliez pas de vous aider aussi de ce qui se fait déjà et n'hésitez pas à demander conseils et avis, on est là pour s'entraider. Voilà, c'est la fin de cette vidéo justement sur la 4e de couverture et plus précisément votre résumé, j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on va parler justement du public cible de votre roman. Et oui, je sais, il y a plein de choses à dire là-dessus, même si c'est pas forcément très attendu, vous allez voir, on va se marrer. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes de financement participatif Tipeee ou Utip. Et en attendant le prochain conseil, soignez votre plume!